Bonjour à tous, bienvenue dans notre événement, dans notre webinaire les clés d'une organisation data mesh. Je vais, alors, je vais me présenter, Arnaud Coll, je suis Data Practice Manager chez Ipon, je suis aussi Data Architecte et j'accompagne mes clients pour faire des choix d'architecture, pour aussi sur des sujets de gouvernance, d'organisation, de stratégie data, et je travaille majoritairement sur des technologies du cloud. Et je vais laisser la parole à Laurent. Est-ce que tu m'entends, Laurent? Je vais continuer en attendant que Laurent se connecte. Euh, donc Laurent est directeur de mission. Il accompagne des clients pour établir leur schéma directeur et il s'intéresse énormément aux organisations et c'est pour ça qu'on va vous parler aujourd'hui de data mesh. Donc vous verrez sur la droite de votre panneau, euh, vous verrez une capacité de poser des questions et d'interagir avec nous à travers le chat. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long du webinaire. On s'excuse, hein, on a des soucis de connexion de la part de Laurent. Il est en train d'essayer de les résoudre. Pourtant, on avait fait un dry run hier, mais c'est pas grave, je vais continuer la présentation. Et alors, bon, normalement, me voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon. Merci Arnaud d'avoir présenté à ma place. Alors, je fais l'introduction et du coup, vas-y, continue. C'est parti. Donc, Ipon, nous sommes 500 dans le monde, 400 en France, et nous sommes organisés en practice. On a 8 practices, certaines practices plutôt pour les phases amont des projets qu'on appelle le discovery. Donc, ça va être plutôt les practices UX, stratégie, design de service, et des practices plutôt delivery. Donc, on va retrouver full stack, moderne architecture, cloud, et on va retrouver la practice data que j'anime. Et dans la practice data, on est une soixantaine de consultants, data engineer, data scientist et data architect. Et notre spécialité, c'est de construire des data platforms dans le cloud public. Et en France, on est présent dans 7 agences, dans 7 villes. Et on a aussi des agences aux États-Unis, en Russie et en Australie. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on a découpé notre présentation dans ces 4 parties et Laurent va commencer par vous parler de ce qu'on constate chez nos clients, les situations qu'on constate chez nos clients. Tout à fait, merci Arnaud. Oui, effectivement, on va commencer par un petit retour sur ce qu'on voit chez nos clients. Après, on va le faire assez rapide. Après, on rentrera dans le vif du sujet sur le data mesh et comment est-ce qu'on le décline sur une vision technologique, une vision organisationnelle et puis les ingrédients qu'on pense devoir mettre en place pour réussir cette transformation. Donc, quand on a commencé la préparation de ce webinaire avec Arnaud, on s'est posé la question, qu'est-ce qui, dans les contextes de nos clients, pouvait nous laisser penser qu'une organisation de type data mesh serait propice. Et de là, on a rapidement réajusté sur quelque chose de moins orienté. Quels sont les grands points durs qu'on rencontre aujourd'hui dans les contextes de nos clients sur les sujets data? On en a retenu 5. Le premier, globalement, c'est surtout pour les entreprises qui sont sur des systèmes qui ont été mis en place il y a 10 ou 15 ans, donc souvent plutôt orientés BI, une complexité, enfin une impossibilité pour le système de passer à l'échelle en même temps que les besoins et les enjeux des clients. Parce que technologiquement, une inaptitude à passer à l'échelle. Et en plus, 10 ou 15 ans de dettes dues à de multiples évolutions, donc des dettes fonctionnelles et techniques qui rendent complexe l'évolution et le maintien en conditions opérationnelles du système. Deuxième sujet, la mauvaise qualité des données dans l'entreprise qu'on rencontre très souvent. Et souvent, il y a un amalgame. En fait, la mauvaise qualité des données, c'est vraiment un sujet d'entreprise. Et c'est dans la plateforme data que ça se voit. Et du coup, il y a un amalgame qui est fait entre mauvaise qualité des données et niveau de service de la plateforme data. Alors que généralement, souvent, la mauvaise qualité des données naît à la génération, à la création de la donnée dans le système opérationnel, par manque de conscience des opérateurs
sur la rigueur à amener sur cette qualité des données, sur l'importance que ça a. Et comme ensuite, il y a aussi un manque de responsabilité, de propriété de la donnée, sur qui va incarner du coup leur maintien, leur mise en qualité, leur maintien en bonne qualité, c'est quelque chose qui perdure et qui s'installe. Troisième point, un certain niveau d'insatisfaction des utilisateurs par rapport au service de la plateforme data qu'on a pu rencontrer dans de nombreux contextes et qui se cristallise sous deux angles souvent. Le premier, c'est sur la forme des outils, jugés non ergonomiques, difficiles d'utilisation, difficiles à comprendre, et aussi souvent un niveau technique qui n'est pas adapté à la maturité technologique des utilisateurs, ce qui fait qu'il y a un manque d'autonomie et souvent on n'atteint pas l'objectif de démocratisation de l'utilisation de la data. Et l'autre point de cristallisation, c'est sur le fond des rapports, c'est sur les informations qui sont fournies. Souvent, on voit une désadhérence des utilisateurs à ces outils parce qu'ils n'ont pas confiance dans les données, d'une part à cause des problèmes de qualité qu'on vient d'évoquer, mais aussi parce qu'il arrive que l'entreprise n'ait pas encore fait le travail de mise en place d'une langue commune, d'une sémantique partagée via notamment un glossaire métier, qui fait qu'on va avoir une définition partagée et validée sur ce que veut dire chaque KPI et chaque axe d'analyse. Et comme ça n'a pas été fait, on peut se retrouver avec deux rapports de deux directions de métiers différentes qui, pour un même KPI, va donner une valeur différente. Et ça, en termes de confiance des utilisateurs sur les outils data, c'est assez dévastateur. Quatrième point, c'est la saturation de l'équipe data. Indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on peut souvent constater, c'est que l'équipe data est complètement phagocytée par les opérations récurrentes quotidiennes de MCO, de maintien en conditions opérationnelles. Parce que c'est extrêmement prenant à faire et que ça ne leur laisse pas le temps justement d'aller faire des opérations d'amélioration de la qualité globale de la plateforme data ou d'alors de s'investir dans des nouveaux cas d'usage à forte valeur ajoutée avec les métiers. Ils sont complètement inspirés par la MCO du système. Et en plus, il arrive souvent qu'il y ait des utilisateurs métiers qui viennent solliciter l'équipe data sur de la génération de datasets qui pourraient les générer eux-mêmes directement dans le système opérationnel. Donc ça vient rajouter encore à cette sensation de saturation et de fatigue de l'équipe data. Et dernier point sur ces mots, les enjeux, les préoccupations autour de la data, on les voit souvent très et trop limités à l'équipe IT et à l'équipe data, alors que ça devrait être une préoccupation globale. Ça peut par exemple se matérialiser quand il y a une nouvelle brique opérationnelle qui est mise en place dans le système opérationnel ou alors une évolution majeure sur une brique existante, que le volet data ne soit pas intégré dès le début du programme, que toutes les préoccupations à avoir pour faire en sorte que demain on puisse exploiter correctement les datas du système, ça, c'est pas intégré suffisamment tôt et du coup, ce n'est pas fait après. Ça peut aussi se matérialiser sur le manque de disponibilité des sachants métiers quand l'équipe data a besoin d'informations sur des règles de gestion, sur où localiser des données, comment les transformer, etc. Et on ne peut même pas en vouloir aux sachants métiers parce qu'en fait, ils ne sont pas attendus là-dessus. Ils ont leur propre objectif sur leur propre périmètre et ils ne sont pas attendus sur accompagner l'équipe data sur la génération des données. Voilà, 5 grands problèmes qui ne sont pas les seuls, qui ne sont pas forcément partout dans tous les contextes, c'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est des choses qu'on a souvent rencontrées chez nos clients quand on arrivait sur un sujet. Et qui nous font dire qu'il y a effectivement un besoin aujourd'hui d'aborder autrement les sujets data dans les entreprises. Et comme il faut voir aussi les bonnes choses, il y a aussi des contextes qui sont extrêmement porteurs en ce moment, des effets d'opportunité qui sont hyper intéressants. Par exemple, tout ce qui est trajectoire data aujourd'hui est visible au niveau direction générale des entreprises. En 2021, ça nous a fréquemment arrivé de voir des entreprises qui avaient mis en place des plans pluriannuels stratégiques avec un volet à part entière sur la partie data, avec comme objectif de comment mieux valoriser la data. Donc, on a l'appui, on a le sponsoring de la direction générale, et ça, on va le voir, c'est hyper important par rapport aux gens de transformation qu'on veut mettre en place. Ensuite, les sujets gouvernance, aujourd'hui, sont sur le devant de la scène. Il y a quelques années de ça, quand on proposait une vision organisationnelle sur nos roadmaps, on sentait que ce n'était pas la préoccupation première. On voulait avant tout mettre en place une plateforme technologique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que mettre en place une plateforme technologique, ça ne suffit pas. Si on veut qu'elle évolue correctement, qu'elle reste juste dans le temps, qu'il y ait une vraie adhérence métier-technique, c'est important de penser l'organisation autour, les process, les rôles et responsabilités. Et on va voir à quel point c'est important sur le data mesh. Et dernier point d'opportunité, il y a toute une génération aujourd'hui d'outils qui arrivent à maturité, des outils qui offrent une grande scalabilité financière et technologique et qui offrent une grande agilité quand on veut baisser et monter en charge en fonction des besoins. Et ça, on va voir également à quel point ça peut être intéressant
si on se projette du coup sur une organisation un peu différente. Donc voilà, cette synthèse entre les mots qu'on rencontre et les effets d'opportunité qu'on constate fait qu'effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, ça peut être un moment vraiment intéressant pour se projeter sur une nouvelle manière de gérer la data dans l'entreprise. Et donc, une des solutions possibles, c'est l'organisation Data Mesh. Et je vais rendre la parole à Arnaud pour qu'il nous la présente. Merci Laurent. Donc, moi, je vais vous parler maintenant du data mesh. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes un tout petit peu intéressé à la question, vous êtes forcément tombé sur cet article de référence qui est absolument passionnant. J'ai échangé déjà avec plusieurs de mes collègues et de mes clients et c'est vraiment le genre d'article qui nous permet d'améliorer notre compréhension sur un bon nombre de questions. Je vais naviguer avec vous à travers ces principaux schémas. Donc, le premier schéma qu'on va voir ici, déjà, il introduit une notion importante, c'est qu'il faut séparer le plan opérationnel des données, donc le plan des données transactionnelles, les données de production, du plan analytique. On retrouve encore des situations où on essaye de faire porter par les bases de données de production une certaine notion d'analyse. Il faut éviter cet amalgame et il faut vraiment réussir à séparer physiquement ces deux environnements. Et donc, on va retrouver le Analytical Data Plane, dans lequel vous pouvez avoir des data lakes, des data warehouses, des solutions data dédiées. Et entre les deux, on va retrouver le classique flux de données, pipeline de données avec extraction, transformation et chargement, loading. Donc, on va retrouver notre flux ETL. Là, pour l'instant, ça reste relativement compréhensible. Les choses se complexifient évidemment avec le temps et on va retrouver de plus en plus de flux de transformation qui vont s'entrecroiser et on commence déjà à avoir émergé une complexité. Qui est responsable de faire évoluer le modèle? Si le modèle de données source, comment on peut mesurer les impacts sur la cible? Comment faire une gouvernance fédérée dans cette situation? Et on voit déjà que sur la droite, on a une complexité aussi de la modélisation de données pour que ça puisse porter plusieurs cas d'usage. Donc, pour résoudre cette complexité de modélisation, ce qu'on a décidé d'utiliser, c'est plutôt un data lake en stockant des données préparées globalement et ensuite en les spécialisant, donc en remettant des flux d'ETL pour les spécialiser pour les usages finaux. Par exemple, on va avoir des data labs pour les data scientists, des lakeshore ou des data mart pour les business analysts. Mais on voit ici apparaître beaucoup de pipelines, beaucoup de choses à maintenir et à gouverner. Le data mesh, ce qu'il préconise, c'est de s'organiser sous forme de domaine. Donc, sur la gauche, on voit un découpage en domaines métiers, les artistes, les podcasts et les users, qui vont nous rappeler les bounded de contexte qu'on va retrouver dans les architectures microservices. Et finalement, un domaine est responsable de sa consommation de données, donc d'accéder ici, par exemple, à l'historique des données concernant les artistes, de faire émerger ces data products, donc de les concevoir et de les développer. Et un data product, c'est un point de consommation de la donnée. Donc ça va être ça peut être un report, ça peut être un dataset, ça peut être une classification de données ou un endpoint. Et ces choses-là, c'est le data product, c'est l'équipe qui va être responsable de gérer tout le cycle de vie. Et c'est assez intéressant parce que du coup, si on reprojette cette organisation par équipe autour d'un domaine métier, à l'intérieur des plans analytiques et des plans opérationnels, on voit très bien apparaître la notion de multiples compétences de l'équipe. L'équipe doit avoir à la fois les compétences métiers, les compétences, mais aussi les compétences techniques pour être capable d'être autonome pour produire un data product. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une couche de gouvernance qui vient se projeter au-dessus de ces plans, de ces équipes. Par exemple, imaginez que l'équipe rouge ait besoin d'un data product de l'équipe jaune pour pouvoir fournir son produit, générer son produit. C'est au moment de la gouvernance fédérée qu'on va se rendre compte de ça. C'est eux qui vont se mettre d'accord aussi sur les règles de publication, les règles de traçabilité, d'observabilité. Et finalement, l'aspect physique, l'aspect de l'infrastructure
vient être en support de ces équipes, va leur fournir des capacités pour que eux puissent développer leur data product le plus rapidement possible et pour savoir qui peut accéder à quelles données est prévue pour quel usage, où est-ce qu'elles vont être déployées. On va retrouver des policies, les policies finalement qui vont être un ensemble de règles qui vont permettre de gérer le cycle de vie des data products. Si on oppose, d'ailleurs, c'est pas forcément opposé, mais si on compare avec une approche Data Factory, dans une approche Data Factory, on a choisi de regrouper les sachants techniques, par exemple, de faire des squads de data engineering qui vont aller consommer un backlog commun et qui vont être capables de développer des cas d'usage, tantôt sur la vision 360 degrés client, tantôt sur la détection de la prédiction de panne, etc., etc. Et en fait, les équipes, du coup, sont regroupées par compétences plutôt techniques. Et il y a une core team qui vient supporter ces équipes techniques en leur apportant de l'expertise, en supportant aussi des règles de gouvernance, en faisant le suivi des projets. Et ce que le data mesh introduit et qui nous semble extrêmement intéressant comme organisation, c'est de distribuer les connaissances techniques au plus près des équipes métiers. Donc, dans votre équipe métier, vous aurez à la fois le PO, le data engineer, le data scientist, peut-être que vous aurez besoin d'un business analyst, peut-être éventuellement quelqu'un capable de faire le front de ce data product pour le rendre facilement accessible. Donc ça, c'était une introduction rapide pour le data mesh. Le data mesh n'est pas une approche technologique, mais plutôt, ça englobe aussi l'aspect organisationnel. Mais maintenant, on va faire un focus sur la vision technologique autour du data mesh. Vous pouvez avoir ce type de plateforme où on va bien retrouver un noyau central qui va porter toute la couche de fédération et des satellites, donc des meshs qui vont correspondre aux différentes équipes. Et on voit bien que ici, cette équipe aura besoin de faire du Databricks, de faire de l'analytique avancée et du coup va provisionner les solutions nécessaires pour ses besoins. Alors que cette autre équipe qui va être plutôt orientée ML, elle va utiliser la suite Azure ML avec Azure Synapse. Mais ce qui va être intéressant, c'est que chacune de ces équipes va travailler à l'intérieur de son nœud, mais va pouvoir s'appuyer sur les ressources du groupe pour tout ce qui va être gestion de la sécurité, de l'authentification, pour le partage des données, pour éventuellement pour des flux d'ingestion qui vont être mutualisés. On va pouvoir s'appuyer sur les ressources fédérées de la data platform. Et ça, c'est intéressant parce qu'on donne de l'autonomie aux équipes en leur laissant travailler sur le nœud outillé de la manière dont elles ont besoin, mais on leur donne aussi des outils fédérés pour pouvoir converger. Une autre vision qui est intéressante aussi, c'est de ne pas hésiter à avoir une architecture hybride. Donc ici, on a une partie sur Azure, une partie sur AWS et même une partie qui est sur du SaaS. Et en fait, chacun peut travailler ses données de la manière dont il l'entend, en fonction de ses besoins et en fonction de ses use cases. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un espace de publication commun. Ici, on a choisi Snowflake. Donc, peu importe votre data platform, peu importe que vous soyez on-prem, on AWS, on GCP ou on Azure, l'important est que vous choisissiez un espace de publication commun qui va venir avec ses règles de gouvernance et qui va venir aussi, dans le cas de Snowflake, avec des capacités de partage qui sont de plus en plus répandues. Mais l'important étant d'avoir cet espace de publication qui va vous permettre de réunir tout le monde. Une autre vision qui vient à contre-pied de la précédente, c'est de se dire laissons la donnée là où elle est. Donc là, je vais parler d'un outil du marché, mais il y en a plusieurs qui sont sur ce segment, mais le plus connu étant Starburst. Laissons les données là où elles sont, à l'intérieur de leur silo applicatif. Ça peut être une base de données, un data warehouse, un data lake, une pile Kafka, peu importe. Et mettons une couche de sécurité qui, elle, sera globale et une couche de consommation qui sera globale également. Ça veut dire que en tant que en tant que business analyst, je suis capable de faire une jointure entre des données de mon data warehouse qui est éventuellement on-prem, les données de mon data lake qui sont on-cloud, et je suis capable dans cette couche de requêtes fédérées d'effacer finalement cette hétérogénéité et de pouvoir faire des jointures entre mes différentes données. Donc, en tant qu'utilisateur de Starburst, moi, je vais juste avoir besoin que ma source de données soit correctement déclarée, avec évidemment les droits d'accès, etc. Et ensuite, je vais pouvoir interroger ces données. Et dans ce type d'approche, on voit que le data catalog prend une importance énorme. Déjà, dans les autres cas, le data catalog reste un élément clé de l'architecture. Mais ici, d'autant plus que les données sont séparées. Je n'ai pas un repository commun à la base.
Donc, j'ai besoin de savoir où sont mes données pour être capable de, tout simplement, de construire mes requêtes d'analyse. Donc, nos convictions d'un point de vue technologie, c'est qu'avec les technologies du cloud, on est prêt à faire ce type d'architecture. Vous avez vu 3 patterns, 3 topologies d'architecture différents et la technologie est là, elle est scalable, on peut l'utiliser dès maintenant. Mais il faut pas oublier d'avoir des convictions, d'avoir des process et d'avoir de la gouvernance. Et pour nous, au moment où on publie un data product, c'est un acte fort, c'est un acte de mise en production. Donc, il y a un process, il y a des tests de qualité, il y a une traçabilité, il y a des opérations qui sont tout à fait liées à la gouvernance, comme par exemple la publication au sein du data catalogue. Et on peut aussi s'inspirer de ce qui est fait sur les réseaux sociaux pour promouvoir, mettre en avant un data product ou, par exemple, voter pour un data product qu'on a apprécié, qu'on a utilisé et pouvoir poser des commentaires. Je pense qu'il faut avoir cette approche-là. Le data product, il va avoir un cycle de vie différent une fois qu'il est mis en production. Donc, les équipes peuvent le raffiner, le préparer autant qu'elles veulent et quand elles sont à l'intérieur de leur domaine. Mais une fois qu'il est mis en production, il va avoir son propre cycle de vie. Et le data catalogue, justement, est là pour suivre ce cycle de vie. Il va vous permettre de savoir que dans tel data product, il y a des données sensibles. Dans tel data product, il y a des données, qui ont été testées en qualité, qui contiennent tel terme du glossaire métier. Donc, c'est vraiment le data catalogue qui va vous permettre de faire cette cartographie de vos data products. Et la plateforme fédérée, elle doit vous permettre à vous, équipe métier, d'être très rapidement opérationnel. Donc, c'est pour ça que la plateforme, elle vient avec les outils nécessaires et suffisants pour supporter vos data products. Et elle doit aussi, pour moi, vous accompagner. Peut-être en formation, vous aider à faire démarrer vos projets, vous accompagner sur des sujets d'expertise. Il y a vraiment cette plateforme fédérée, c'est pas uniquement des outils, c'est aussi un process d'onboarding et un process d'accompagnement des projets pour être capable d'être toujours le plus autonome et le plus rapide possible. Et à la fin, il ne faut pas oublier de se mesurer soi-même, d'essayer de réduire le temps qu'on va mettre pour mettre en valeur les données et les transformer en data product, le publier, pouvoir suivre éventuellement la popularité d'un data product, pouvoir même peut-être suivre la valeur marchande qui a permis la création d'un data product. Je vais rendre la parole à Laurent. On ne t'entend pas, Laurent, t'es en mute. Oui, vous m'entendez mieux? Yes. Du coup, on vient de voir avec les slides d'Arnaud et sa présentation, les technologies aujourd'hui existent. Arnaud nous a présenté différentes options et il y en aurait certainement même d'autres, dans la mesure où c'est un concept. Donc après, on peut créer la solution technologique et architecturale qui va bien. Nous, ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, et tu as commencé à en parler, Arnaud, c'est surtout pas qu'une problématique architecturale, le data mesh. C'est vraiment un concept. Et pour intégrer pleinement ce concept, il faut superposer plusieurs couches de réflexion. Donc la première, on l'a vu, la partie architecturale. La deuxième, ça va être l'organisation qu'on va mettre autour de cette architecture. L'organisation, c'est comment est-ce qu'on va créer du lien entre les équipes métiers, les équipes IT, data et IT, et les utilisateurs finaux. Et comment on va, à travers ces équipes-là, dispatcher les rôles et responsabilités pour atteindre une efficience opérationnelle objective. Donc, globalement, si on se projette sur une vision macro, on voit qu'il y a 3 grandes familles d'équipes. Enfin, il y a une équipe unique et 2 familles d'équipes. L'équipe unique, c'est la Core Team Data. En gros, son rôle à elle va être de poser l'infra et l'architecture, de définir l'ensemble des normes et bonnes pratiques à respecter par les équipes domaines et à provisionner les ressources techniques quand on lui en fait la demande et des ressources techniques adaptées à l'usage, afin que les équipes domaines, elles, puissent se concentrer sur le développement. Alors, ces équipes domaines, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des équipes mixtes. Il y a à la fois des experts métiers qui vont très bien maîtriser, par exemple, les sources de données opérationnelles. Il y a des experts techniques, comme les data engineers, qui vont développer les pipelines et créer les data products. Et il y a des experts méthodologiques, comme les data product owners, qui vont aller voir les utilisateurs, comprendre quels sont les besoins sur les données du domaine et ensuite piloter la production.
Et ce qui est très intéressant, c'est que ces équipes mixtes sont hiérarchiquement dans les directions métiers. C'est là où le data mesh est décentralisé. C'est-à-dire que les personnes qui vont produire les jeux de données ne sont plus centralisées dans l'équipe IT, mais ils sont répartis dans les différentes directions métiers. Et la troisième famille, et c'est ces équipes métiers qui vont donc avoir la responsabilité de produire les données avec le niveau de qualité attendu. Et c'est là où on répond à certaines choses qu'on a vues en début de présentation. Donc la dernière famille, c'est les consommateurs finaux, famille très hétérogène. Il y a bien sûr les API qui vont permettre d'alimenter en données d'autres systèmes que le data mesh, et il y a aussi tous les utilisateurs humains, très variés. Ça va aller du directeur général qui veut voir un dashboard en vision 360 au data scientist qui veut manipuler beaucoup et en profondeur les données, en passant par l'analyste métier qui veut créer son rapport en self-service et l'analyse transverse qui veut accéder à tous les environnements en SQL. Donc, une population extrêmement variée d'utilisateurs avec chacun leurs besoins, leur contexte d'utilisation, leurs usages. Et là, il y aura une vraie réflexion à avoir effectivement sur comment est-ce qu'on répond à ces différents niveaux d'usage et on va aborder un petit peu le sujet juste après. Une fois qu'on a pensé organisation, la couche suivante, c'est les processus. Comment est-ce qu'on va animer cette organisation au quotidien et sur le long terme. Donc, on reprend nos acteurs, on positionne la core team au début. Forcément, c'est une réflexion très détaillée, les processus. Là, on va faire une esquisse. Donc, la genèse, c'est la core team qui met en place l'architecture. Ce qui va être important dans cette réflexion côté core team, c'est de mettre en place une architecture qui va permettre à chaque équipe mesh, à chaque équipe domaine métier, d'évoluer dans un environnement autonome, indépendant, étanche et sécurisé. C'est ce qui permettra ensuite à l'organisation globale où chaque mesh pourra évoluer indépendamment et déployer avec son propre cycle de vie ses data products. Une fois que cette architecture est mise en place, donc le socle, la core team va définir et imposer des normes. Donc, par exemple, qu'est-ce qui définit qu'un data set est un product? Donc, les règles, les SLA à atteindre en termes d'opérabilité, de qualité, de fraîcheur, de documentation, etc., pour faire en sorte qu'un dataset atteigne le niveau product. Quels sont les processus de publication? Arnaud en a parlé, c'est un acte fort dans cette vision-là. Quelle est la gouvernance de données? Extrêmement important. En gros, qu'est-ce qui va permettre de créer le fameux data catalogue? Et quelles sont les normes de dev à respecter? Et là, on a volontairement mis un point d'interrogation parce qu'on peut imaginer en fonction de l'ADN de chaque entreprise que l'on laisse plus ou moins d'autonomie aux équipes domaine métier sur la manière de développer. Et dans ce cas-là, le focus est vraiment mis sur le résultat du product dataset. Dans d'autres entreprises, on voudrait être plus directif sur les normes. Il n'y a pas forcément de bonne solution, ça dépendra vraiment de chaque contexte. À partir de là, on peut donc, ce sera le data product owner qui ira voir côté utilisateur leurs besoins, que ce soit les utilisateurs finaux ou alors d'autres équipes métiers qui vont consommer les données. Mais une fois que le data product owner a constitué quelque part son backlog produit, c'est l'équipe domaine, c'est les équipes domaine qui vont aller solliciter la core team pour avoir des ressources techniques. Et ils vont la solliciter en expliquant quel est leur besoin. Et à partir de là, la core team répondra avec des catalogues d'outils, en étant plus ou moins guidant sur le choix à faire, mais certainement que par rapport à la description du traitement à mettre en place, ils ne seront pas orientés de la même manière sur les outils à poser. Et en plus de ça, donc, de fournir les outils aussi de CI/CD et puis de cartographie pour construire le data catalogue. Là, sur la partie gouvernance, ce sera beaucoup plus directif et c'est obligé. Il faut qu'il y ait un data catalogue commun parce que ça va être la porte d'entrée, on le verra après. Le point qui est important dans ce processus-là, c'est que c'est bien l'équipe domaine qui vient solliciter la core team parce qu'elle a un besoin, parce que c'est les métiers qui sont responsables de définir le besoin autour du product et d'être proactifs dans la génération de ce dataset. Si c'est dans l'autre sens, on va revenir sur une vision centralisée des responsabilités et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire si on veut réussir une vision data mesh. Donc, comme je disais, l'outil de cartographie unique, avec énormément de rigueur côté développement pour que cet outil data catalogue, quel que soit l'outil sélectionné, ça c'est un choix à faire en amont, que cet catalogue soit le point d'entrée des utilisateurs pour savoir quelles données aller chercher où dans le data mesh. Et après, le core team fournira les outils qui va bien en termes de visualisation des données, soit pour faire du dashboarding en amont, donc côté domaine pour les mettre à disposition des utilisateurs finaux, soit pour que ces utilisateurs puissent faire du self-service BI ou des requêtes SQL ou des notebooks Python, du développement Scala en fonction de la maturité de chacun.
comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il y a une gouvernance fédérée qui est à penser. À partir du moment où la core team définit et met en place des normes, il faut suivre dans le temps que ces normes et ces bonnes pratiques sont respectées. Donc, il y a une vraie notion d'animation de communauté qui doit aussi permettre de prendre du feedback des utilisateurs sur leur niveau de satisfaction, sur ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, de mesurer aussi ces feedbacks sous forme d'atteinte à des SLA pour pouvoir se mettre dans une démarche d'amélioration continue, et c'est un point très important. Alors, on a parlé architecture, organisation, processus. C'est aussi important de parler humain dans ce genre d'organisation. On va passer assez vite, mais la réflexion à avoir derrière n'est pas aussi rapide. On le voit, la core team va avoir beaucoup de clients, des clients techniques avec les équipes domaines, des clients plus ou moins techniques et métiers avec les utilisateurs finaux. Ce qui va être important, c'est vraiment de réfléchir en même temps que l'organisation et les processus, l'expérience utilisateur. Que vont vivre les core teams comme parcours, les domaines teams comme parcours quand elles vont avoir besoin d'une ressource technique. Et que vont vivre les utilisateurs finaux quand ils auront besoin d'aller chercher une donnée et d'aller ensuite la visualiser ou la requêter. C'est vraiment important qu'il y ait une notion UX, des parcours utilisateurs, une approche UX qui soit mise en place pour fluidifier, rendre efficace, attractif, opérationnel cette expérience-là. Sinon, on va à nouveau retomber sur des niveaux d'insatisfaction comme on a pu le voir en début de présentation. Et le point important, notamment pour les utilisateurs finaux, on l'a vu, l'organisation, elle est potentiellement complexe. Donc, il faut vraiment que cette complexité de l'architecture et de l'organisation soit absorbée par le fonctionnement et soit transparente pour les utilisateurs finaux. Eux, il faut qu'ils vivent une expérience de j'ai besoin de telle donnée, je la trouve, je veux la requêter avec tel outil, je le trouve. Donc, une vision unifiée de l'exposition des données. Alors, du coup, la question suivante, c'est est-ce que cette vision data mesh est éligible dans tous les contextes? Est-ce qu'on peut systématiquement la déployer? On voit qu'elle a quand même des ingrédients, des éléments qui sont hyper intéressants pour répondre aux mots qu'on a vus au début. Est-ce qu'on peut la mettre en place partout? On s'est aussi posé du coup cette question. Ce qui nous paraît important, on voit, on est dans une transformation qui est assez profonde. On va créer de la transversalité, on va mélanger des métiers et des équipes techniques, on va potentiellement du coup toucher à des responsabilités, voire froisser des susceptibilités, casser des silos. En tout cas, c'est absolument indispensable d'avoir la légitimité de la direction générale pour pouvoir justement créer cette transversalité. Si l'impulsion vient d'un des silos, on ne peut pas casser les silos. C'est absolument impossible, il faut être au-dessus. Donc il faut être légitimé par le top management dans ce genre de transformation. Ensuite, il faut quelque part que le contexte en vaille la peine. C'est-à-dire qu'il faut si on veut créer des équipes décentralisées par métier, il faut ensuite avoir de quoi les occuper. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que si on n'a pas des backlogs produits suffisamment importants, cette transformation-là sera peut-être surmesurée par rapport à l'enjeu. Et en fait, ça va aussi beaucoup avec ce qui a fait que les équipes data se sont retrouvées un peu goulot d'étranglement au fil du temps. Dans les contextes où il y a des grands enjeux autour de la data, où il y a des multiples sources de données, où il y a beaucoup d'expérimentation, d'utilisation en aval, cette approche-là va être hyper intéressante parce que ça va permettre d'absorber cette complexité et de répartir le travail. Mais bon, en tout cas, le point, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment, il faut qu'il y ait un grand programme data à traiter et pas mal de backlog produits. Et puis, les derniers points sur ces prérequis indispensables, c'est pas vraiment des prérequis parce que ça peut se développer en même temps que la transformation, c'est complètement imaginable, mais c'est d'avoir une approche produit. On a vu le rôle du data product owner qui va aller récupérer les besoins des différents utilisateurs et ensuite, c'est lui qui va piloter le développement. Et puis, l'approche DevOps, parce que pour que ça prenne tout son sens, il faut que cette organisation, il faut que chacun des meshes soit capable d'avoir ses propres cycles de vie, de création, de déploiement, etc., pour que ce soit efficace et d'avoir un niveau optimal de mise à jour de tout le système en permanence. Avant de passer la main à Arnaud pour la conclusion, quelque chose qui nous paraît important, parce qu'on voit qu'on est quand même sur une transformation qui est conséquente. Ce genre de transformation, on préconise toujours de les faire en différentes étapes avec une approche petit pas. Alors, là où on n'a pas une approche petit pas, c'est pour comprendre l'existant, analyser le contexte. On a vu, on est assez dogmatique là, dans ce qu'on a présenté. Il y a le data mesh d'un côté, il y a le data factory, même si ça ne s'oppose pas, c'est des logiques totalement différentes. Ces dogmes sont importants pour poser des bases. Après, ce qui va être vraiment approprié, c'est d'aller voir chaque entreprise, qui elle est, quelle est son histoire, quelle est sa culture, quel est son ADN, quelle est son existence, sa maturité, où elle veut aller, quels sont aussi ses points forts et ses points faibles à date, parce que le but, c'est pas de tout révolutionner inutilement, il faut s'appuyer sur ce qui marche bien.
Donc, on va faire un audit global, même si le terme audit est peut-être un peu fort, mais on va faire une analyse de l'existant. Et à partir de cet existant, on va construire la cible vraiment adaptée aux besoins de l'entreprise dans laquelle elle se reconnaîtra et qui aura une chance de bien prendre et de grandir avec l'entreprise. Donc ça, on va construire la vision et ensuite, on va la déployer petit à petit, par périmètre, que ce soit des périmètres techniques sur certaines ressources ou des périmètres métiers sur certains use cases. L'important, c'est d'y aller pas à pas et de systématiquement se mettre dans une démarche de mesure de l'adoption, de la satisfaction, de l'efficacité opérationnelle pour ensuite faire de l'amélioration continue. C'est juste, je finirai là-dessus, on est sur une organisation. Une organisation, c'est censé être vivant. Il ne faut surtout pas se priver de la faire bonifier avec le temps et l'expérience. Et Arnaud, je te laisse la main pour la conclusion. Vas-y, reste sur ta présentation. Je passe juste au dernier slide, s'il te plaît. Donc, finalement, la conclusion, c'est qu'il faut se poser la bonne question. La bonne question, c'est quel est notre objectif quand on met en place un data mesh? À mon avis, l'objectif, c'est faciliter la création de valeur par les métiers. Donc, comment on atteint cet objectif? Comment on rend les métiers de plus en plus autonomes? Les métiers vont pas se mettre à développer toutes les couches d'une data platform, hein, gestion, stockage, processing, visualisation. Eux, ils vont être vraiment sur l'expression de besoin. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés par les sachants et il faut créer des équipes métiers renforcées de toutes les composantes nécessaires. Et vraiment mettre à disposition les bons outils, les bonnes données, évidemment, puisque c'est la matière première de l'analyse. C'est l'enjeu, pour moi, c'est l'enjeu premier du data mesh, c'est se recentrer sur la création de valeur par les métiers. Donc, la technologie, elle est prête. Dans certains contextes, on voit une certaine frilosité à s'emparer de la technologie pour des droits d'accès aux données, par exemple. Et d'ailleurs, il y a une question à ce propos-là sur comment gérer le risque des accès aux données, aux différentes étapes que j'ai citées, hein, gestion, etc. Je pense que il ne faut pas hésiter à utiliser les technos, à circonscrire vraiment la partie préparation de la donnée, construction du data product qui va obéir à certaines règles de sécurité. Et après, il faut avoir c'est au niveau de la publication que vous allez vraiment avoir une grande quantité d'outils qui vous permettront de gérer finement les accès. Et quand je dis finement, c'est jusqu'à mettre ce qu'on appelle le dynamic masking, donc jusqu'à remplacer à la volée la valeur les résultats des requêtes. Il y a des outils qui vous permettent de créer un frontal sur votre source de données qui va scanner tous les résultats qui transitent à travers le réseau pour aller remplacer des valeurs à la volée et masquer les données si l'utilisateur qui est connecté n'a pas les droits nécessaires et suffisants. Ou même automatiquement si jamais l'outil a identifié que c'était une donnée sensible, il va aller la masquer à la volée. Mais tout ça, c'est pas l'enjeu premier finalement, puisqu'on sait que la technologie est prête, mais c'est vraiment de la culture. C'est déjà expliquer à un métier ce que c'est que créer de la valeur à partir des données, lui expliquer qu'il peut accéder virtuellement à toutes les données du groupe, si tant est qu'il puisse les connaître. Et tout ça, ça va être beaucoup supporté par le data catalogue et par la gouvernance pour aider les organisations à comprendre la valeur qu'elles peuvent tirer de leur patrimoine de données, sachant que toute activité génère de la donnée. Aujourd'hui, cette donnée, elle a de la valeur. Quand vous faites une activité industrielle et que vous vendez un produit, vous pouvez aussi vendre ou en tout cas vous servir énormément des données qui remontent de vos systèmes embarqués, de votre chaîne de production pour réduire les pertes, augmenter la productivité. Donc vraiment, ça, je pense que tout le monde est convaincu que les données ont énormément de valeur. Maintenant, devenons de plus en plus autonomes pour créer de la valeur, pour créer cette valeur-là. Donc, dans les questions, il y avait, comme je l'ai dit, une question sur la sécurité. Donc, pour moi, au niveau de la sécurité, faut vraiment différencier la phase de construction du data product de la phase de la publication. Et sur la phase de la publication, pour le coup, on a tous les outils nécessaires
pour gérer cette sécurité. Il y avait une autre question d'architecture par rapport à l'architecture avec Starburst. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir un impact de perf sur les bases de prod, mais bien sûr, il ne faudra pas aller taper sur vos bases de prod, sur vos nœuds d'écriture. Il faudra aller taper sur des réplicas de lecture. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est que l'outil qu'on utilise, donc Starburst, c'est un Presto, c'est un Apache Presto qui est optimisé, managé et qui est vraiment sur mesure pour l'outil. Et là, il va avoir tout son sens branché sur des data lakes variés. Ça peut être une partie on-prem, une partie on-cloud, et vous allez pouvoir faire cette fédération grâce à cet outil-là. J'ai une autre question. Il y avait une question qui va t'intéresser, Laurent. C'était quel est le rôle de la core team? Est-ce que la core team, elle s'intéresse uniquement à la couche plutôt technologique? Et est-ce qu'elle doit être aussi à la disposition des utilisateurs finaux? Ouais, effectivement, c'est une excellente question. Je pense que la guideline qu'on peut garder en tête, c'est que tout ce qui est transdomaine, c'est la core team. Tout ce qui est spécifique à un domaine, c'est une équipe domaine. Globalement, à partir du moment où il y a besoin d'avoir des informations détaillées internes à un domaine, c'est plus la core team. Là, par rapport à la question, effectivement, à partir du moment où on peut être à même de mettre à disposition des couches qui vont regrouper plusieurs domaines pour mettre en place une approche transverse, typiquement une vision 360 sur un sujet, on peut arriver à sortir du cadre du domaine et que ce soit géré par la core team. Alors, je suis d'accord dans la remarque sur le fait que dans la logique, elle se met plus sur la couche tech archi. Donc, il y a deux solutions. Soit effectivement, la core team est responsable de la mise en place d'une plateforme unique d'exposition des données qui va être transverse à tous les domaines, soit on crée un mesh spécifique qui quelque part va aller consommer les data products de tous les autres mesh et qui va être plutôt orienté exposition des données en mode data vis pour offrir cette couche sémantique globale. Après, pour certains utilisateurs très techniques, je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'interdire la possibilité de mettre à disposition des ressources techniques directement par la core team. Mais dans la logique, oui, c'est plutôt les domaines qui fournissent des products. Ceux-ci peuvent être des datasets, mais peuvent aussi être des visualisations, tant que c'est sur leur domaine. Après, quand c'est transverse, ça peut dépasser effectivement le périmètre de responsabilité des équipes domaine. Il y a une Est-ce que j'ai question répondu aussi. à votre question? Bon, je pense que oui, parce qu'il a répondu OK. Merci. Question de Christophe Anglade. Donc, les mécanismes à mettre en place pour laisser la liberté aux producteurs de faire évoluer leurs produits, donc pouvoir faire évoluer les sources et les data products, tout en garantissant une utilisabilité sur du long terme aux consommateurs. Pour moi, la gestion du contrat va être portée finalement par la couche de publication. Quand on publie un data product, on doit, au même titre que quand on publie une API, on doit garantir une certaine compatibilité. En général, la bonne pratique qu'on fait par exemple en gestion de dataset, c'est qu'on ne supprime pas une colonne. Si on a besoin de modifier un champ, de modifier la manière dont est construit quelque chose, on va plutôt avoir tendance à publier une nouvelle colonne qui va porter l'évolution pour éviter qu'il existe des régressions chez les consommateurs. Et on va avoir aussi la capacité vu que, comme je le disais, la publication d'un data product doit être un acte de mise en production, on doit aussi être en capacité de tester des régressions. Donc évidemment, on ne peut pas tester les régressions chez les consommateurs, mais c'est pour ça qu'on va plutôt avoir tendance à publier un data product à côté ou rajouter des colonnes à un data product existant, mais la bonne pratique sera de ne jamais en supprimer. Il y a une question de Antoine Laurent qui va te parler. Est-ce que le data mesh favorise plus facilement le déploiement d'une culture data-centrique au sein de l'entreprise que l'approche data factory? Alors, je pense que oui. En fait, on l'a vu au début par rapport aux problématiques sur l'insuffisance de la qualité ou le fait que les préoccupations étaient beaucoup plus sur l'équipe data. Je pense que de donner la responsabilité aux directions métiers
et de les objectiver là-dessus, de rendre, il faut aller jusqu'à rentrer ça dans les fiches de poste pour que ça devienne quelque chose de vraiment structurant. De donner cette responsabilité aux équipes métiers va aider à propager la culture data. Ça me paraît clair parce que ça va être porté, en fait, le data mesh va porter ça de manière intrinsèque. Là où si on est en mode data factory, on va centraliser la culture data sur les préoccupations et les responsabilités autour de la data sur l'IT. Donc il faudra, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer la culture data, mais il faudra prévoir, en plus de l'organisation Data Factory, tout le nécessaire en termes de communication, en termes de propositions de services, en termes de processus gagnant-gagnant entre les métiers et l'IT pour que cette culture se développe. Je pense qu'avec le data mesh porte en lui effectivement une certaine démocratisation de la culture data via la responsabilisation des équipes métiers là-dessus. Il y a une question de Rita. Bonjour, d'ailleurs, ça fait longtemps. Et lors de l'utilisation d'un outil comme Starbus, est-ce que les datas pourraient communiquer entre elles malgré la différence de source et de type? Je pense plutôt que tu évoques les formats, par exemple les formats structurés, semi-structurés, non structurés. Est-ce que Starburst ajoute automatiquement une couche d'harmonisation? Non, pour moi, c'est au moment de la consommation de la donnée que si par exemple tu veux croiser du JSON avec des données qui sont dans des tables, c'est au moment où on écrit la requête qu'il faut qu'on fasse cette couche, cette étape d'homogénéisation, mais c'est pas automatique. Donc c'est vrai que aujourd'hui le langage SQL permet de plus en plus et de plus en plus souvent enrichi de fonctions qui permettent d'interroger des données semi-structurées comme le XML ou le JSON, mais c'est vrai, ça va pas être automatisé. C'est vraiment au moment de la consommation. Donc peut-être que justement, est-ce que Starburst va être la réponse à tous les besoins, ou en tout cas, est-ce que l'utilisation d'une fédération va être la réponse à tous les besoins? Je ne sais pas. En réalité, ça va vraiment dépendre des contextes fonctionnels, des contextes technologiques. Mais ça peut être un outil qui peut répondre à un certain besoin de décilotage des données sources, en tout cas. Cédric, alors qui sont les clients qui ont réussi dans cette approche data mesh? Alors en réalité, des clients qui sont arrivés jusqu'à maturité du data mesh, nous on n'en connaît pas des dizaines. Alors pour moi, il y a l'exemple du client que tu connais bien, constructeur aérien, qui a choisi un outil unique pour sa data platform et qui a finalement construit des équipes métiers, des équipes projets autour de produits métiers qui ont rendu possible la création d'un portfolio de data product. Donc, je trouve qu'on n'est pas si loin d'une approche data mesh dans le cas de ce constructeur aéronautique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vu l'évolution sur plusieurs années, je trouve que la mise en place du framework SAFe a permis d'accélérer la création à travers les trains, la création d'équipes autour de besoins métiers. Et je trouve ça assez intéressant, le positionnement qui a été pris. Chez un autre client qui est lui un producteur d'alcool, petit à petit, eux, ils ont commencé par le premier asset fédéré qu'ils ont mis en place dans leur groupe, c'est le catalogue, le data catalogue, le data portal. Donc, en partant de ce portail sur lequel tout à chacun pouvait publier, ça a commencé par des rapports Power BI, puis des datasets, puis des choses de plus en plus élaborées. Ce data portal, finalement, a fait rentrer la data à l'ordre du jour d'un grand nombre d'équipes métiers et a donné à chacun envie de s'intéresser aux capacités qui allaient être fournies par le groupe en termes de data platform. Et petit à petit, chaque équipe s'est dotée parfois de sa propre stack technologique dans sa souscription. Mais par contre, au niveau de la publication, ce qui est commun, c'est la publication dans le data portal. Donc pour moi, de mon expérience, c'est les deux clients qui, avant que le terme de data mesh devienne vraiment à la mode, avaient la plus grande maturité sur ces approches-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin 2021, quand on a des clients qui nous posent des questions sur de la fédération, de l'hybridation, de l'organisation d'équipes projet, et ben, de plus en plus, on se dit, tiens, là, le data mesh nous apporte un certain nombre de clés, un certain nombre d'outils pour partir dès le début sur les bonnes pratiques, sur un modèle vertueux d'organisation.
Donc, je pense il n'y a plus de nouvelles questions. Je pense qu'on va conclure là-dessus si ça vous convient. Mais clairement, on est convaincu de la valeur de, de travailler plus avec les métiers. Moi, j'ai coutume de dire à mes clients, on a deux pain points dans les projets data, c'est l'accès aux données et l'accès aux métiers. Et ben, si le data mesh nous permet, avec la plateforme fédérée, de résoudre le problème d'accès aux données et avec l'implication des métiers dans les équipes dans les équipes data product, je pense on va accélérer grandement notre capacité à délivrer des produits à valeur autour des données. Et je vous remercie tous pour votre présence. Et j'espère que si vous avez envie de continuer l'échange, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou via l'adresse IPON. Et on fera un plaisir de discuter de ces sujets avec vous. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.